un petit peu rappeler les hypothèses qu'on va utiliser. Donc, je rappelle. C'est toujours intéressant de faire quelques rappels pour commencer. Donc, pour avoir induction, je vous rappelle qu'il faut variation de flux. Il faut une variation de flux de B. C'est indispensable, c'est comme ça qu'est défini le phénomène d'induction, de Faraday parle de ça. Donc je vous rappelle que le flux, c'est l'intégrale de B scalaire ds sur une surface. Donc on avait deux cas. Soit S varie et B ne varie pas. Donc ça c'est plutôt Lorentz. Varie, ce sera mieux. Soit S ne varie pas, c'est-à-dire qu'on va avoir un circuit fixe. Et B varie. Donc dans ce cas-là, c'est Neumann. Donc l'induction de Neumann, on va avoir des champs B qui dépendent du temps. Les champs B vont être créés par des courants qui vont donc dépendre du temps. L'induction de Neumann. Les champs B vont dépendre du temps. Et les circuits seront fixes. Donc on va pouvoir refaire des choses finalement qu'on a déjà un petit peu faites cette année, dans le cadre de l'électrocinétique, sans forcément trop expliquer le phénomène d'induction. On va mettre des circuits qui vont se faire face, par exemple, si on met deux bobines face à face, eh bien, on a des circuits qui ne bougent pas, mais si les courants dépendent du temps, on va avoir de l'induction. Exemple, deux bobines face à face. C'est un très bon exercice d'induction. On a une première bobine d'un côté, une deuxième bobine de l'autre. Évidemment, on relie la première par exemple, à un générateur de courant, quand même qui est quelque chose. Évidemment, on aura une résistance. Et de l'autre côté, je vais faire un circuit fermé uniquement sur une résistance. Et si j'ai un courant I qui dépend du temps ici, c'est-à-dire si j'utilise un générateur sinusoïdal de tension, GBF, eh bien on observe par induction, alors que le circuit est branché sur rien, eh bien un courant I2 qui dépend du temps dans le deuxième circuit. Donc ça, on va l'expliquer par induction de Neumann, alors que les circuits sont absolument fixes. Il y a un phénomène d'induction qu'on va dans la suite modéliser par ce qu'on appelle une induction mutuelle qu'on dessinera par-dessus avec une flèche écrite avec un M, qui veut dire mutuelle induction. Et donc on dira que le premier circuit influe sur le deuxième, mais une fois que le premier circuit a influé sur le deuxième, si le deuxième circuit est parcouru par un courant I, et qu'en plus j'ai une bobine, la bobine va créer un champ magnétique B, qui va lui aller influencer le premier circuit, et donc en fait la mutuelle induction va se faire dans les deux sens. D'accord. La loi de Lenz me dit qu'en fait si j'ai un courant dans le circuit 2, c'est parce que le premier circuit a généré un champ B, qui est venu avoir un flux qui est non nul dans le circuit 2. Variation de flux, courant induit va générer un champ B dans le deuxième circuit, et ce champ B va avoir pour effet de s'opposer au premier champ qui a été créé par le premier circuit d'après la loi de Lenz. C'est un petit peu ce genre de choses qu'on va expliquer dans ce chapitre. Rien ne va bouger, mais il y aura de l'induction. Évidemment que l'induction dépend de la distance entre les circuits. Si moi, ce matin, chez moi, j'allume une bobine, chez vous, votre bobine ne va pas s'allumer à barre. Donc évidemment qu'il y a un aspect distance très important. Il faut que le champ B soit non négligeable. Vous savez qu'un champ B s'atténue très vite avec la distance. C'est grosso modo du 1 sur R. Donc ça s'atténue très vite. Donc évidemment, si je me mets trop loin, j'ai plus d'induction. On fera des petites expériences ensemble mardi. Vous verrez que c'est assez flagrant. Donc l'hypothèse qu'on va utiliser dans ce chapitre, c'est qu'on va se mettre dans la RQS. Donc on se place dans la RQS. Vous ferez des exercices hors ARQS l'an prochain, en utilisant les équations de Maxwell, c'est pas du tout au programme cette année. Donc on se place dans la RQS. Donc les champs B restent proportionnels.
à I, malgré la dépendance temporelle. Vous verrez l'an prochain, vous direz que dans la RQS, le théorème d'Ampère reste valable. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est le théorème d'Ampère. On va juste dire ça. Temporel. Pardon. Donc voilà ce qu'on va faire. On va refaire en fait de l'électrocinétique, un petit peu maquillé sous forme d'induction. Vous allez voir que très vite, d'ici 20 minutes, vous aurez compris que l'induction va se manifester exactement comme un certain objet de notre électrocinétique. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction et les rappels. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'auto-induction. Donc on va avoir deux types d'induction ce matin, auto-induction et induction mutuelle. Donc auto-induction, comme son nom l'indique, c'est le circuit qui s'induit lui-même. Et induction mutuelle, c'est un circuit extérieur qui vous induit vous. Donc vous pouvez avoir un très bon exemple dans la vie de tous les jours. L'induction mutuelle, c'est quand vous jetez un œil sur la copie de votre voisin, même s'il a faux, ça a tendance à vous induire en erreur. Ça c'est un grand classique. Tiens, mon voisin il a trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. C'est bizarre, ça vous fait réfléchir. Donc ça c'est une influence de l'extérieur. L'auto-induction, c'est quand vous induisez vous-même en erreur, ce qui arrive très souvent pour ceux qui ont tendance à écrire très salement. Parfois vous induisez en erreur en confondant les lettres. Ce genre de choses. Ça c'est des exemples qui sont très fréquents. Donc on va considérer un circuit fermé. On va mettre une définition quand même. Essayer de faire ça proprement, même si j'ai plutôt envie de raconter mon cours que de l'écrire proprement. Donc on considère un circuit fermé. Circuit ouvert, je peux pas avoir de courant. Parcouru par un courant I. Qui dans la suite va dépendre du temps que j'ai d'induction. Pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Je vous rappelle que le courant, c'est l'intensité du courant par abus de langage courant, intensité du courant, parcouru par un courant I. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai un circuit parcouru par un courant I. Donc d'après Oersted, on a vu que si on a un circuit fermé parcouru par un courant I, circuit fermé parcouru par un courant I, et source d'un champ magnétique, qu'on va noter B. Donc ce champ magnétique B, c'est le champ magnétique propre. Je vais le noter B propre, BP. C'est pas le champ magnétique qui pourrait être créé par les circuits voisins. C'est-à-dire que c'est le circuit lui-même qui génère un champ B. Donc ici, on a un courant I. Donc on aurait un champ B qui viendrait sortir de la feuille d'après la règle de la main droite. J'aurais pu prendre un circuit circulaire pour que ce soit classique. Pas très important. Pas très circulaire. Hop. Voilà. Donc ça génère un champ B. Et ce champ B, évidemment, étant donné que le circuit fermé, sa surface est non nulle, eh bien, je vais pouvoir calculer le flux de ce champ B à travers la surface de mon circuit fermé. D'accord. Donc ça, c'est le champ B propre créé par le courant I, qui est de normes proportionnelles à I, comme on l'avait admis ensemble dans le premier chapitre. Circuit fermé parcouru par un courant, alors pas I de T pour l'instant, pardon, je vais un peu trop vite. Eh bien, ça crée un champ magnétique dont la norme est proportionnelle à l'intensité. Le sens et la direction sont imposés par une orthogonalité au circuit et une règle dans le sens, un sens direct par rapport à la règle de la main droite. Donc voilà ce qu'on a. Et comme le circuit est fermé, eh bien, on peut calculer le flux de B. On peut calculer le flux. Je vais laisser ça place, sinon ça va pas marcher. Le flux de B propre à travers la surface du circuit fermé. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le flux propre. On appelle le flux propre, définition. Et non pas le flux mutuel. Le flux mutuel, ce sera le flux d'un champ extérieur à travers le circuit lui-même. Eh bien, on appelle le flux propre, noté phi. Qu'on appelle flux propre, noté phi indice P.
Eh bien, le flux du champ magnétique créé par le circuit à travers le circuit lui-même. Pas très bien dit, mais vous prenez un circuit fermé, parcouru par un courant I génère un champ, et vous allez calculer le flux de ce champ à travers ce même circuit, pas à travers un autre circuit, à travers ce même circuit. Donc attention à différencier des flux extérieurs. Qui me rappelle l'unité de flux de phi, pardon. Le Weber. Très bien. C'est facile à retenir. Le flux, c'est le flux de B. Weber, c'est une marque très célèbre de barbecue. Ça commence par un B. Normalement, Weber. Chose qu'on peut se souvenir. C'est une unité qui est pas très connue, je vous rappelle. Les Tesla mètres carrés. Ça peut être bien de s'en rappeler. Donc voilà ce qu'on appelle le flux propre. C'est le flux du champ magnétique d'un circuit à travers ce circuit. Le même circuit. Est-ce que c'est à peu près clair de ce qu'est le flux propre? Donc concrètement, je prends un circuit, je branche une bobine. La bobine va générer un champ B. Et j'ai calculé le flux de ce champ B à travers la bobine. Pas la bobine du voisin. À travers ma bobine. Ça, c'est un flux propre. Alors on va voir une propriété de ce flux propre. On va en voir même deux, en fait. Donc on va déjà voir la dépendance en intensité du flux. On va voir deux propriétés très importantes de ce flux. Donc la première, c'est que le flux propre, par définition, le flux propre, ça va être le flux de B propre à travers le circuit lui-même. Donc l'intégrale sur la surface du circuit, on fera des exemples un peu plus simples après avec des spires circulaires. Donc c'est l'intégrale de B scalaire ds, et on sait que par propriété de B, de BP, du coup, la norme de BP, elle est proportionnelle à I. Même si I dépend du temps. Je suis dans la RQS. Donc le théorème d'Ampère reste valable. Et donc on peut noter BP égale à une constante fois I fois un vecteur unitaire U, par exemple. K est une constante. De quoi peut dépendre cette constante? Au vu de ce qu'on a fait ensemble. La surface, oui, en effet, elle dépend de la géométrie du circuit. Notamment. Donc, il dépend de la géométrie du circuit. Si c'est un signe infini, on a vu que c'était 0 I sur hier, etc. Donc on s'en fiche pour l'instant. On est dans le cas général. Donc K est une constante qui dépend de la géométrie du circuit. Et donc le flux propre, c'est l'intégrale double de K fois I fois U, produit scalaire ds. Et on va voir ce que devient ce flux scalaire ds plus tard. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est que l'intensité va pas jamais dépendre de la surface, je vais la sortir de l'intégrale, et donc je vais me retrouver avec l'intégrale de K fois U scalaire ds, tout ça fois l'intensité. Et donc en fait, on observe que le flux propre est proportionnel à l'intensité qui circule dans le circuit. Est-ce qu'il y a une dépendance en temps? Il dépend du temps. Pour l'instant, je ne parle pas de la dépendance temporelle parce que je ne fais pas l'induction. Après, je vais vous montrer que si je veux avoir de l'induction, il faut forcément que, en effet, le courant dépende du temps. Pour l'instant, j'ai le droit de calculer un flux, même si c'est un flux constant, c'est pas grave, j'ai le droit de calculer un flux. Donc, propriété très importante. Propriété, le flux propre est proportionnel à l'intensité. Alors attention, quand on aura deux circuits, il y aura deux intensités. L'intensité qui circule dans le premier circuit, l'intensité qui circule dans le deuxième circuit. Évidemment, il est proportionnel à l'intensité du circuit qui a donné naissance au champ B. L'intensité qui circule dans ce circuit.
Donc on note grand L, le coefficient de proportionnalité. Et donc ainsi. Le flux propre, il est égal à L fois I. Très important. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le petit calcul qu'on a fait au-dessus, pas très important. On n'est pas de cas, il faudra prendre des exemples de champ. Donc le flux propre, il est forcément proportionnel à l'intensité qui circule dans le circuit dans la RQS. Et donc on note grand L le coefficient de proportionnalité. Et le flux propre devient tout simplement L fois I. Et hop. Est-ce que vous avez une idée de l'unité de L? Henri, exactement. Il s'avère que ça va être le même L que ceux qu'on a déjà rencontré cette année. Et en effet, ça va être du Henri. Et donc pour les intimes, un Henri, c'est un Weber ampère moins 1. Si vous voulez, un Weber, on a vu que c'était un Tesla mètre carré ampère moins 1. Et si vous utilisez la formule de B égale mu 0 sur 2 pi r, avec mu 0 qui était en Henri par mètre, ça devrait pas être en rouge ce que je suis en train d'écrire. Très mal. Pas très important. Je remarque, mettre en marbre la remarque. Donc un Tesla, on peut le voir comme un Henri mètre moins 1 ampère mètre moins 2, on divise encore par des mètres. Et donc je vais bien retrouver sur 1 Henri égale à Henri, ce qui est pas terrible. Mais... Donc elle est bien en Henri. C'est très mal rédigé. Ok. Donc voilà la première chose que je voulais parler, c'est le flux propre, c'est L fois I, c'est proportionnel à l'intensité qui circule dans le circuit. On va voir comment calculer L pour un exemple simple de géométrie. Donc ça c'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est d'essayer de comprendre le signe de L. Et bien la deuxième propriété, on a le flux propre qui est toujours positif, et donc L qui est toujours positif. Très important. Ce ne sera pas le cas pour l'induction mutuelle. Alors ça, on peut le comprendre géométriquement. Cela se comprend très simplement. Puisque le flux, c'est grosso modo l'intégrale de B scalaire ds. C'est le produit scalaire entre B et S. Sauf que comment est orienté S dans un circuit, il est orienté dans le sens direct par rapport à I. Sauf que comment est orienté B créé par mon circuit, il est orienté dans le sens direct par rapport à I. Donc forcément B et S vont être dans le même sens. Je vais devoir les décaler pour qu'on voit. Et évidemment, si je prends un circuit dans l'autre sens, étant donné que B et S sont soumis à la même convention, forcément, que B et S vont être dans le même sens, et donc B scalaire S va toujours être positif. C'est très clair ça pour tout le monde que... Étant donné qu'on considère le champ B créé par le circuit lui-même, et que la convention de sens pour S et B, c'est la même règle, c'est la règle du tire-bouchon, forcément, je vais toujours avoir le même sens pour S ou pour B. Par contre, si j'ai un champ extérieur, rien ne m'interdit d'avoir le champ extérieur dans le sens opposé à S. Ce qui va arriver après. Là, j'aurai une discussion à avoir sur le signe. Ici, j'en ai pas. Très bien. Donc, voilà les premières choses qu'on a apprises. Ce qu'est un flux propre, ce qu'est une inductance, une auto-induction, pardon. Et donc, on va voir un premier exemple de calcul, exemple de calcul de L. Application. Calcul de L pour un solénoïde infini. C'est toujours intéressant d'avoir une référence de calcul. On va apprendre à calculer L exactement pour un solénoïde infini.
Donc, je vous rappelle le modèle du solénoïde infini. On a besoin tout de suite. Donc, je prends un axe. Je prends une bobine. Voilà, très important. Donc parcouru par un courant I à chaque fois. Avec N-spire. Une longueur L. Eh bien, je vous rappelle le modèle. Partout à l'extérieur. B est nul. B est nul à l'extérieur. Et à l'intérieur, par contre, c'est là où le champ est maximal. Et uniforme, par hypothèse. Et montrerai ça l'an prochain. Et donc à l'intérieur, B intérieur est égal à mu 0 n sur L. I selon le vecteur U. Ça, c'est à connaître par cœur. Eh bien, je vais pouvoir calculer le flux propre, puisque je connais le champ créé par le circuit. Le circuit, c'est une bobine ici, c'est un enroulement de fil autour d'un cylindre, en forme de cylindre, plus ou moins. Et je vais pouvoir connaître la surface, puisque la surface de la spire, c'est tout simplement pi r carré. Donc ici, on a un assemblage de n spires de surface S égale pi r carré, parcouru toutes par le même courant. I et soumises toutes au même champ B. Je néglige les effets de bord. On néglige les effets de bord. Je vous rappelle qu'il y a quand même des effets de bord dans la vraie vie. Donc forcément, les spires qui sont sur les bords ne sont pas soumises au même champ B que celles qui sont en plein centre. Nous, on fait l'hypothèse qu'elles sont toutes soumises au même champ. Et donc on va calculer le flux. Alors comment je calcule le flux? Pour calculer le flux, je commence par le calculer sur une spire. Pour calculer le flux de B. On commence par le flux sur une spire. Et au vu des hypothèses précédentes, eh bien, on va multiplier par n. Puis on multipliera par les n spires. Tout simplement. Ça, ce sera valable car j'ai le même champ partout. Si je devais tenir compte des effets de bord, je ne pourrais pas faire ça. Donc sur une spire, c'est assez facile. Normalement. Puisque le champ est homogène. Donc sur une spire, j'ai la situation suivante. J'ai ma spire circulaire. Parcourue par le courant I. Deux vecteurs surface S comme cela. Plongé dans le champ magnétique uniforme B comme cela, qui est égal à mu 0 n sur L I, dans le vecteur U, qui est le même que le vecteur S. Donc le flux, par définition, le flux de B sur une spire, c'est l'intégrale sur la spire de B scalaire ds. Sauf que l'intégrale sur la spire de B scalaire ds, ça fait mu 0 n sur L I ds, car B et ds sont dans le même sens. Et donc je peux tout sortir de l'intégrale, et ça fait tout simplement mu 0 n sur L I fois S. Car eh bien, B est homogène, est uniforme. Donc ça, c'est sur une spire. Le flux, c'est mu 0 n sur L I fois S, et donc le flux total. Sur n spire. Eh bien, on en déduit tout simplement que le flux total est égal à mu 0
N sur L, I, S, fois N. Je multiplie par N pour le nombre de spires. Flux total égale à N flux une spire. Ça c'est très important. N'oubliez jamais de multiplier par N. Notre solénoïde n'est pas parcouru n'est pas constitué que d'une seule spire, sinon l'inductance L serait négligeable. Ici. Existe-t-il un flux magnétique sur un volume? Comme ça, on aurait pu le calculer à partir du volume du ciel. Le flux, par définition, c'est à travers une surface amarre. Après, vos surfaces, elles s'appuient sur un volume. Ici, le volume, c'est le cylindre. Mais on a une surface qui s'appuie sur un volume, mais le flux se calcule à travers la surface. Donc, on réorganise tout ça. Je le réorganise de manière simple. Je vais mettre tout ce qui n'est pas l'intensité en dehors. Ça fait mu0 n carré sur L fois S, et je multiplie par l'intensité. Alors pourquoi je sépare l'intensité? Car je sais que le flux c'est L fois I, donc je peux très simplement identifier L. Alors je vais m'apercevoir que la notation grand L était bancale, parce que grand L ça va être le coefficient d'induction propre. Donc on va changer un petit peu partout grand L en petit L. Voilà. Ce sera plus simple. Et donc, comme je le disais, le coefficient de proportionnalité, c'est directement le coefficient d'induction propre, qui s'appelle l'inductance propre. Ça, c'est grand L. L'inductance propre, je vais pardonner le nom juste avant, c'est l'inductance propre. Ou l'auto-inductance. Ou la self-inductance aussi, parfois. Self-inductance. Et donc, on l'a trouvé, ce que valait L. L est égal à mu0, n carré sur la longueur, fois la surface, c'est-à-dire mu0, n carré sur la longueur, fois pi r carré. Donc évidemment, c'est pas à connaître par cœur, c'est un exemple ici de calcul. C'est pas du tout à connaître par cœur, c'est pour vous montrer comment calculer une inductance propre. Donc on peut faire une petite question numérique quand même pour savoir si ça donne des ordres de grandeur un peu cohérents avec ce qu'on fait en TP. Donc on va prendre 1000 spires par exemple. On va prendre un rayon qui vaut 3 cm, ça fait une bobine de taille correcte. Et on va prendre une longueur de 10 cm. Et dans ce cas-là, si on fait l'application, je vous rappelle que mu0 c'est 4pi10-7. On va y mettre -1. Et bien si on fait l'application numérique. Donc évidemment, on a un 4pi10-7 devant, donc ça va pas donner quelque chose de très grand. On a quand même un 1000 au carré derrière. Ça fait 36 millihenry. Ce qui est pas trop mal de grandeur. Voilà pour le premier calcul d'inductance propre qu'on a mené. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit calcul? Ou est-ce que ça peut très clair la manière dont j'ai calculé ça? Grosso modo, j'ai fait B scalaire S divisé par I, c'est pas non plus infaisable. Donc évidemment, mon modèle est critiquable dans la mesure où déjà on a pris un champ qui ne dépendait pas de la distance dans le solénoïde. Ça c'est une hypothèse qui est un peu restrictive. Mais sinon, ça donne quand même des ordres de grandeur qui sont très satisfaisants. 36 millihenry, c'est pas mal du tout. Et donc on s'aperçoit qu'avec 1000 spires, on trouve 36 millihenry. Imaginez que je fasse le calcul avec une spire. Donc sans repasser par la calculatrice, j'ai les mêmes paramètres. Dites-moi immédiatement combien je trouve. J'avais 1000 spires. C'est divisé d'un facteur 1000 le nombre de spires, sachant que n intervient sous la forme de n carré. Que devient l'inductance?
36 nano Henry. Exactement, on a divisé par 1 million. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous quand même vous interpeller sur les valeurs que vous trouvez. Donc dès lors que vous avez des circuits fermés, on est censé tenir compte de l'auto-induction. Tout circuit fermé parcouru par un courant génère un champ B. Et comme le circuit est fermé, le champ B, on peut calculer le flux de ce champ B à travers la surface. C'est l'auto-induction. Et donc, techniquement, je suis censé, dans tout exercice d'induction, tenir compte de l'auto-induction. Maintenant, très souvent, on oublie complètement de parler de ça, de l'auto-induction. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison de petit calcul qu'on vient de faire. Si vous avez un circuit fermé, mais qui est formé d'une seule spire, même si vous avez une spire beaucoup plus grande que celle qu'on a choisie ici, eh bien, vous allez trouver des auto-inductions qui sont absolument négligeables. Donc, attention, le phénomène d'auto-induction sera souvent négligé, sauf si on a des bobines. Sera souvent, voire tout le temps négligé en l'absence de bobinage. L'absence de bobine. Car elle est très petite. Très petit devant quoi? Très petit devant l'induction mutuelle, c'est-à-dire le flux créé par les champs extérieurs, dont on parlera après. Donc ça, c'est juste pour vous dire que très souvent, l'auto-induction, la néglige si on n'a pas un enroulement de plus de 100 à 200 fils, 200 enroulements. Ça donne des choses toutes petites, même avec un facteur de 10 spires, vous voyez bien que vous aurez divisé par 1 million, donc par 10 000, on aurait quand même des choses toutes petites. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vous rappelle que la manière de traiter l'induction, c'est de passer par le circuit électrique équivalent avec la loi de Faraday. Donc l'induction, ça se traite toujours de la même manière dans un exercice en physique, l'induction est traitée à l'aide de la loi de Faraday, loi absolument fondamentale de la physique. Je vous rappelle la loi de Faraday, E égale moins d sur dt. C'est-à-dire que les phénomènes d'induction sont modélisés par un générateur fictif appelé générateur de Faraday. Attention, évidemment, c'est un générateur fictif. C'est pas un vrai générateur dans mon circuit. Je peux en avoir un, mais de FEM. E égale moins d sur dt. Et ça permet de calculer le courant induit. Donc nous, on va modéliser ça, notre auto-induction, par un générateur fictif de Faraday, tout simplement pour l'auto-induction. On la modélise par un générateur de FEM. E égale moins d sur dt. De quel flux? Si je parle de l'auto-induction, c'est le flux propre, tout simplement. Donc E égale moins d sur dt de LI. L, c'est l'auto-induction, c'est une constante. Donc tout simplement moins L di sur dt. Donc comment je traite un exercice? Si j'ai un circuit fermé parcouru par un courant I, ce qu'on appelle circuit équivalent, c'est de reprendre ce petit circuit et de modéliser l'induction par un générateur, donc en convention générateur, et de force électromotrice E égale moins L di sur dt. Ça, c'est l'auto-induction. Comme ça qu'on va modéliser l'auto-induction dans un circuit. Alors évidemment, il va y avoir deux cas qu'on va rencontrer.
soit I dépend du temps, soit I ne dépend pas du temps. Donc évidemment, si I ne dépend pas du temps, eh bien j'ai E égale 0, donc j'ai pas d'auto-induction. Et par contre, si I dépend du temps, E va bien être égal à moins LDI sur dt. Et donc j'aurai auto-induction. Donc pour avoir de l'induction, de l'auto-induction, il faudra forcément que on ait un courant qui dépend du temps. Si j'ai un courant qui ne dépend pas du temps, j'aurai pas d'auto-induction. Très bien. Est-ce que ça vous pense à quelque chose, moins LDI sur dt? Moins U. Attention de la bobine. Votre Faraday. Donc je l'avais pas appelé votre Faraday pour rien. En début d'année. En électrocinétique. Alors pourquoi j'ai un moins? Parce que Guillaume vient de nous dire que c'est plus LDI sur dt, c'est très bien. Pourquoi là moi j'ai un moins? Est-ce que j'ai faux? Est-ce que j'ai juste? Est-ce que je me trompe? Je me trompe pas. Car le courant induit s'oppose à celui d'avant, très bien. La convention. Et oui, en effet, tout est ici, histoire de convention. La convention de Faraday, c'est une convention générateur. Il nous explique que l'induction se modélise par des générateurs fictifs de Faraday, de force électromotrice moins des flux sur dt. Donc ici, je suis en convention générateur, alors que la loi de Faraday en électrocinétique qu'on a évoqué en novembre, je vous ai toujours dit, attention, mettez bien vos bobines en convention récepteur pour pouvoir appliquer cette formule-là. On retrouve bien ici. Donc on retrouve bien ici. C'est très important. On retrouve ici que la tension aux bornes d'une bobine en convention récepteur s'écrit UL égale à moins E égale à plus L DI sur dt. On retrouve bien que dès lors que vous avez une bobine dans un circuit, on va pouvoir la mettre en convention récepteur avec un UL égale plus LDI sur dt. Sauf qu'aujourd'hui, on a compris ce matin que le plus LDI sur dt qu'on utilise depuis des années, des mois, eh bien, vient de l'auto-induction de la loi de Faraday en convention générateur. Et comme l'a très bien dit Gaël, en effet, c'est à cause de l'ENS, ce moins, c'est que le courant créé par auto-induction vient s'opposer au courant qui a donné naissance à l'auto-induction. Les causes s'opposent aux effets. J'ai auto-induction parce que j'avais un courant qui dépend du temps. Eh bien, en réponse, je vais générer un courant induit qui s'oppose au produit. Alors évidemment, je dessine pas deux courants dans un même circuit série qui sont face à face, je mets les deux. J'écris qu'un seul courant, mais le courant est en fait la somme de deux courants, le courant de départ et le courant induit qui s'oppose et en régime permanent. Je vous rappelle que soit les deux courants s'opposent complètement et donc il n'y a plus de courant, soit eh bien on a ce phénomène qu'on avait ensemble. Au bout d'un temps très long, la bobine se comporte comme un fil. Ça va jusque là? C'est clair ce qu'on fait? Pas du tout. Donc à partir de maintenant, quand vous avez un exercice d'électrocinétique, c'est vraiment de l'électrocité, évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par Faraday, même si vous avez bien compris. Vous avez le droit de dessiner votre circuit fermé avec le symbole de la bobine et U égale LDI sur dt. Par contre, si je fais un exercice d'induction, moi très souvent, je vais plus dessiner ce symbole de la bobine, je vais dessiner mon circuit comme je l'ai fait, je vais rajouter simplement un générateur de Faraday. C'est au choix. Donc, très souvent, quand on dessine des circuits électriques, on continue de dessiner avec les symboles qu'on utilise depuis le début de l'année. On va pas changer. Vous avez le droit de dessiner vos circuits comme ça, même si c'est Faraday. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'auto-induction.
Maintenant, on va attaquer une deuxième partie qui est l'induction mutuelle. Et juste avant, on va quand même rappeler un petit peu l'aspect énergétique. C'est un petit rappel d'électrocinétique. On aura besoin parfois dans les équations. Donc, on rappelle qu'une bobine permet de stocker de l'énergie sous forme magnétique. Et on avait, est-ce que quelqu'un se rappelle ce que valait l'énergie magnétique? Ah, vous êtes trop fort. 1 de L carré. J'arrive, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Pardon. Ok, donc en effet, c'est un milieu carré. Ça, c'est important. De s'en rappeler. S'en rappeler. Très bien. Tous les ans, les collègues de deuxième année viennent dire mais vos élèves, ils se souviennent plus de rien. Mais quand je vois à quel point vous vous souvenez des choses en fin d'année, j'ai toujours du mal à le croire. Faites vraiment un reset pendant les 2 mois de vacances. C'est vraiment bizarre. Qui s'en rappelait de cette formule? Malgré était très rapide, mais... J'ai perdu tout le monde. Non. Pas moi. Ah oui, donc il y a que Michael qui s'en rappelait, finalement, les collègues de deuxième année. Facile à retrouver, oui, on se rappelle de l'astuce. P égale U fois I. 1,5 de... Ça fait LIDI sur DT, ça fait 1,5 de... Ça fait D sur DT de 1,5 de L carré, et la puissance, c'est la dérivée de l'énergie. Donc on peut le retrouver. Très bien. Alors justement, pour réviser un peu, quelqu'un peut me proposer des méthodes de mesure de L. Au-delà du calcul qu'on a fait juste avant, évidemment. Qu'est-ce que vous me proposez comme méthode pour mesurer L? Il y a plus grand nombre là par contre. On mesure U et I en fonction du temps et on trace U en fonction de DI. Oula. Inductimètre. Non. Inductance mètre, ça existe, mais... Sur une bobine. Alors j'ai vraiment pas compris. On mesure U et I en fonction du temps, on trace U en fonction de DI. Qu'est-ce que vous appelez DI? On peut retrouver le temps caractéristique du circuit RL, oui, ça c'est pas mal. Temps caractéristique du circuit RL. Peut-être que certains se rappellent. Et là, il faut aller chercher loin. R sur LI. Oula. R sur L sur R. L sur R, bah oui, vous mettez tous les possibilités. Donc en effet, on a tout qui vaut L sur R. Et on se rappelle qu'on peut mesurer tout avec la méthode des tangentes. Donc ça fait une première méthode. Une autre méthode, c'était la résonance en intensité. C'est une bonne méthode. Parce que oméga 0, c'était 1 sur racine de LC pour un RLC série. Et je vous rappelle qu'on avait l'intensité et la tension qui étaient en phase à résonance. Donc je me mets avec les courbes de lissage en mode XY, je cherche quand c'est en phase, ça doit être droite, j'en déduis la fréquence et je trouve L de manière très simple. Et on peut aussi utiliser le filtrage.
avec des circuits RL. Je vous rappelle que la pulsation pure, qui est la pulsation à moins 3 dB, c'était justement 1 sur taux. RL. Donc voilà différentes méthodes. C'est un peu pour réviser. Ok. Donc voilà pour cette première partie sur l'auto-induction. On va maintenant parler d'induction mutuelle. C'était un grand 1. Ou de mutuelle induction. On va commencer ce matin. Et on continuera ça demain matin. Donc on va parler de mutuelle induction. Donc cette fois-ci, ce qui va changer dans cette deuxième partie, c'est que je vais avoir un champ créé par le circuit lui-même et un autre champ créé par un circuit voisin ou par un aimant. Ça peut aussi être un aimant, il n'y a pas que des circuits. C'est plus facile de l'exprimer avec des circuits, puisqu'on peut dire que le champ B est proportionnel à l'intensité. Donc on considère deux circuits proches. Proches pour qu'ils soient en mutuelle induction. En mutuelle induction. C'est-à-dire qu'ils sont en influence l'un sur l'autre. Les deux circuits sont fermés. Deux circuits fermés, sinon il ne va pas se passer grand-chose. Proches en mutuelle induction. Et parcourus par des courants, on va appeler I1 et I2. Donc chacun de ces circuits génère un champ B dans son entourage. Tout simplement. Donc on va dessiner ça. Je prends un premier circuit. Non. Pas un rectangle. Voilà, à peu près. J'ai un premier circuit, j'ai un deuxième circuit. Assez proche, peu importe pour l'instant la géométrie. Le premier circuit est parcouru par I1 et génère un champ B1 dans son entourage. Le deuxième circuit est parcouru par un courant I2 et génère un champ B2. Un petit peu partout. Donc on va noter S1 et S2 les surfaces. Les deux circuits. Et puis voilà. Donc évidemment S1 est censé être orthogonal. Dans le sens direct, d'après la règle de la droite. Donc voilà notre modélisation. Et donc on va chercher à calculer le flux. Donc, évaluons le flux de B à travers chacun des circuits. Donc attention, évidemment ici maintenant il faut différencier. Il faut différencier le champ créé par le circuit lui-même. Ça c'est ce qu'on a appelé l'auto-induction. Ça c'était ce que j'ai appelé auto-induction. Du champ créé par le circuit voisin. Là, ça concerne les personnes qui à la fois écrivent mal et en plus tendent à jeter un œil sur la copie du voisin. Là, vous avez double induction et parfois ça conduit à des choses qui sont terribles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la mutuelle induction. Donc quand je vais calculer le flux, eh bien, je vais devoir différencier les deux flux. Je vais avoir un flux qui s'appelle le flux propre, forcément, et un flux qui va s'appeler le flux mutuel. On va voir les propriétés de ces deux flux. Donc, pour le circuit 1, donc le circuit 1 c'est l'aspire 1, simplement. Ça va être, je vais l'appeler circuit 2, un circuit d'une spire, c'est pas terrible, mais commencer c'est pas mal. On a donc le flux total, je vais appeler flux 1, mais qui va être égal au flux 1 de B1 plus flux à travers 1 de B2.
D'accord, je dois calculer le flux. Le flux se calcule comme une intégrale d'après le principe de superposition B est égal à B1 plus B2. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, donc on peut à la fin séparer le calcul des flux créé par chacun des champs. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le flux propre. D'accord, c'est le flux à travers le circuit du champ créé par le circuit. Et celui-là, c'est celui qu'on va appeler le flux mutuel. Puisque c'est le flux à travers le circuit du champ créé par le voisin. Pas la même chose que tout à l'heure. Et donc de même, pour le circuit 2, il n'y a pas trop de suspense. Le flux total, c'est le flux à travers 2 de B1, plus le flux à travers 2 de B2. Le flux à travers 2 de B2, c'est le flux propre. Et le flux à travers 2 de B1, c'est le flux mutuel. Alors ça fait 50 minutes qu'on a commencé, donc je dirais que ça fait 40 minutes qu'on a donné la propriété, mais on peut quand même faire un petit rappel. Le flux propre et proportionnel à I, avec flux propre égale LI. Donc comment je pourrais écrire ces deux termes que j'encadre en violet? Phi1 de B1 et Phi2 de B2. Comment je les réécris ces deux termes? L1, I1 et L2, I2. Très bien. En effet, les inductances propres n'ont pas forcément la même valeur, j'ai pas forcément le même circuit. Donc, en effet, alors, ça c'est très bien. Le flux propre du circuit 1, c'est le flux propre de 1, c'est ce qu'on appelle L1, I1, et le flux à travers 2 de B2, c'est le flux propre du circuit 2, c'est L2, I2. Parfait, c'est bien ça. Donc on a déjà évalué 2 termes sur 4. Alors maintenant, il me reste les deux autres. Donc encore une fois, ça fait pas non plus trop longtemps qu'on a commencé ce bout de cours. Est-ce que vous avez une idée de comment on va écrire ces deux termes? Ou tout du moins à quoi ils vont être proportionnels? Le premier, celui-ci, je vais l'appeler flux 1, 2. Il est proportionnel à quoi ce flux 1, 2? Ou flux de 2 sur 1, pareil. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit le champ B est proportionnel à l'intensité. Ensuite, tu calcules l'intégrale de BCRDS, L1, 2 et l'angle entre les circuits. Alors c'est pas exactement ça, en effet, il pourrait y avoir une influence de l'angle entre les circuits. L2, I1, non. L1, I2, ça me plaisait bien, mais il n'y a aucune raison que le coefficient qui va intervenir dans le flux soit le même que celui du flux propre. Il n'y a aucune raison que ce soit le même. Et en plus, si c'était le même, ça voudrait dire que ça dépend pas de la distance, ce qui est en effet, comme il dit, la distance rentre en jeu. On a en fait le flux de ce que j'ai appelé flux 1, 2, c'est égal à l'intégrale sur le circuit 1 de B2 scalaire DS1. D'accord? DS1, c'est la surface du circuit 1, et c'est le champ créé par le circuit 2. Or, la norme de B2, elle est proportionnelle à I2 par propriété. Donc le flux 1, 2, il est égal à l'intégrale double de B2. On va noter encore une fois B2 égale à K I2 U2. Ça va donc faire K I2 U2 scalaire DS1. Et donc je vais sortir le I2 de l'intégrale comme tout à l'heure, et je vais donner un petit nom à ce coefficient de proportionnalité, que je vais plus appeler L, mais que je vais appeler M. Puisque mutuel, ça je vais l'appeler M1, 2. Donc le flux mutuel
est proportionnelle à l'intensité de l'autre circuit, puisque c'est le champ de l'autre circuit. Donc le flux mutuel est proportionnel à l'intensité de l'autre circuit. Alors évidemment, je peux avoir 3 circuits. Parce que là, je sépare tous les flux. Oups. Et donc, le flux 1,2, c'est égal à M1,2 I2. Alors, M1,2, c'est peut-être pas idéal comme notation, ça aurait peut-être été M2,1, c'est 2 sur 1. Mais bon, c'est pas très grave. On n'avait pas dit qu'on n'utilisait pas la formule avec le cas, car on ne sait pas à quoi correspond cette constante. Oui, je sais pas à quoi correspond cette constante, je sais qu'elle dépend de la géométrie des circuits, et si K va dépendre de la distance entre les deux. Mais ça m'importe peu, je veux juste montrer que c'est proportionnel, moi. C'est tout. Et donc de même, si je calculais le flux de 2 vers 1, ce serait M de 1, I1. Ce que j'appelle le flux de 1, c'est celui-ci. Proportionnel à l'intensité de l'autre circuit. Donc, il va falloir apprendre à mettre l'intensité de l'autre circuit. Est-ce qu'on peut écrire le flux avec une intégrale avec un rond dedans? L'intégrale avec un rond dedans, ça veut juste dire qu'on intègre sur une surface fermée. C'est une convention de notation. Donc nous, on a des circuits fermés, donc oui, je peux mettre un rond dedans. Ça dépend de la rigueur que vous avez sur la manière d'écrire les intégrales. Je suis pas très rigoureux là-dessus. Donc finalement, si on fait un bilan, le flux total, pour le circuit 1, le flux total du circuit 1, il s'écrit L1I1 plus M12 I2, et le circuit 2, le flux total s'écrit L2I2 plus M21 I1. Ça, c'est l'induction propre. Auto-induction. Donc il faut évidemment tenir compte des deux, sauf si on vous mentionne que l'induction propre est négligée. Et ça, c'est la mutuelle induction. Donc évidemment, quand on doit tenir compte d'une induction mutuelle, on voit tout de suite les problèmes que ça va engendrer, puisqu'on va avoir des équations. Je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. J'ai des flux qui mélangent I1 et I2. Je vais avoir des équations couplées. Il n'y a pas de suspense. Les équations que je vais obtenir en électrocinétique derrière vont être couplées. Donc ça va un petit peu compliquer le travail. Alors deux propriétés là-dessus. De la mutuelle induction. Qui vont quand même simplifier un petit peu la vie. Alors ceux qui auront en filière PSI feront un peu plus d'induction que ceux qui auront en filière MP, et ceux qui auront en filière PSI démontreront la première propriété qu'on va donner ici, qui est que M12 est égal à M21 est égal à M. Ça c'est une première propriété. Quand on a une influence totale, on a M12 égale M21 égale M, ce qu'on va considérer partout dans ce chapitre. Et deuxième propriété, attention, M peut être positif ou négatif cette fois-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, M se calcule à l'aide du champ créé par l'autre circuit. Il n'y a aucune raison que le champ créé par l'autre circuit soit exactement dans le même sens que le vecteur surface qui, lui, est orienté par rapport au courant du premier circuit. Donc ça n'a rien à voir. Donc, ici, je peux avoir un M qui est négatif, c'est pas grave. C'est pas interdit d'avoir un M qui vaut moins 3 en Henri, ça existe. Et donc, M s'exprime aussi en Henri, puisque c'est un coefficient de proportionnalité entre le Weber et l'intensité. Comment peut-on déterminer expérimentalement M? On va voir des méthodes après. Il y a plusieurs méthodes qui marchent plutôt bien. On va voir qu'en fait, avec M, on a des nouveaux régimes transitoires, comme on a pu avoir cette année. Et donc, le temps caractéristique du régime transitoire, taux, il va dépendre à la fois de grand L et de grand M. Donc, on peut déterminer M de cette manière-là. Par exemple. Ou alors, avec un inductancemètre utilisé de manière intelligente, on peut aussi déterminer M
En fait, on met les deux bobines face à face. On met une fois l'intensité dans un sens pour mesurer la somme de M et L, une fois l'intensité dans l'autre sens. Vous m'avez fait peur, Corentin. Et en fait, je mets l'intensité dans l'autre sens, et je peux trouver M moins L, par exemple. Très bien. Donc finalement, on a donc le flux du circuit 1, c'est L1I1 plus MI2, et le flux à travers le circuit 2, c'est L2I2 plus MI1. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, quand on va faire les circuits équivalents, ça va un petit peu compliquer la vie, forcément. Donc il nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais vous donner un petit exercice pour demain avec un exemple de calcul de M, et après on fera ensemble les circuits équivalents pour continuer ça demain. Donc je vais reprendre un petit peu le dispositif de tout à l'heure, mais un petit peu différent dans le cas de deux solénoïdes infinis. Alors c'est évidemment un exercice un peu théorique. On va mettre un solénoïde dans un autre solénoïde. Donc je vais avoir un grand solénoïde, un petit solénoïde. Donc j'ai un grand solénoïde qu'on va appeler le solénoïde 1. Donc lui, il va être porté sur ce cylindre-là. Voilà. Donc on va noter petit L1, la longueur du solénoïde 1, il a N inspire. Il est parcouru par I1. Donc ça c'est mon premier solénoïde, et je vais noter S1 de la surface du premier solénoïde. Et je mets dedans un deuxième solénoïde. Petit solénoïde. Que je vais appeler le solénoïde 2. Que je viens mettre dedans. En influence totale. Ici, donc il est parcouru par I2, je vais noter S2 la surface de la deuxième spire, je vais noter petit L2 la longueur du deuxième solénoïde, et il a N2 spires au total. Et donc l'exercice c'est d'essayer de calculer M dans ce dispositif. En prenant la même orientation pour I. Le signe n'est pas important ici. Voilà votre exercice pour demain. Ça c'est pour demain. Essayez de faire ça. Un solénoïde dans l'autre. Et vous allez vite voir si vous avez compris comment calculer M. Très bien. Donc là, vous laissez de la place. Moi, je continue. Je vais laisser de la place aussi. Je vais continuer. On fera plus loin, pas grave. Donc, on va terminer sur les circuits équivalents. Et donc, ce sera la fin du cours d'aujourd'hui. Et demain, on verra comment résoudre les premiers exercices avec ça. Que ce soit dans le cas d'un régime transitoire, ou dans le cas d'un régime sinusoïdal forcé, tels que ceux qu'on a pu étudier cette année. Donc je vais reprendre mon dispositif qui était là. Celui-là ne conduit pas un solénoïde de deux couches. Non, ils n'ont pas la même taille en fait. Je prends un grand solénoïde et un petit qui ne touche pas le premier. Le premier solénoïde est creux. Hein. Ça j'enlève. Voilà. Je vais enlever ça aussi, on y voit plus clair. Un peu trop enlevé là.
Voilà, on voit mes deux circuits de départ, et donc on va modéliser les phénomènes d'induction par des circuits, des générateurs de Faraday. Donc encore une fois, évidemment, il faut qu'ils dépendent du temps. On va modéliser les phénomènes d'induction par des générateurs fictifs de Faraday. Deux forces électromotrices. Eh bien, eux également des flux sur dt. Sauf qu'évidemment, cette fois-ci, le flux est un peu plus compliqué que tout à l'heure, puisqu'il y a deux termes pour chacun des circuits. Donc pour le circuit 1, on avait que le flux à travers le circuit 1, c'est L1I1 plus MI2. Donc on se retrouve avec E, que je vais appeler E1, qui est égal à moins d de flux 1 sur dt, qui est donc égal à moins L1I1 D1 sur dt, pardon, moins M DI2 sur dt. Donc mon circuit 1, je vais le modéliser en convention générateur, ici, hop, par un générateur fictif de Faraday, deux forces électromotrices, E1 égale moins L1 DI1 sur dt, moins M DI2 sur dt. Le circuit 2, je vais le modéliser par un générateur de Faraday, deux forces électromotrices, tout simplement, c'est la même chose. E2 égale moins d de flux 2 sur dt, c'est donc égal à moins L2 DI2 sur dt, moins M DI1 sur dt. Et attention évidemment en convention générateur. Si vous décidez de tracer tout de suite en convention récepteur avec le dessin des bobines, vous mettez des plus. Évidemment. Ok. Donc dans la pratique, comme je l'ai dessiné au début, on schématise des circuits avec induction mutuelle et induction propre. Auto-induction et induction mutuelle de la manière suivante. Faut pas oublier ce qu'on a fait en électrocinétique, on va garder les mêmes représentations. Si je veux présenter à mon lecteur qui a de l'auto-induction, eh bien je vais venir dessiner une bobine. Ça veut dire que forcément j'ai de l'auto-induction. On va dessiner aussi lui. Il est pas content. Peut-être moi en fait, il sait pas écrire. Possible. Voilà. Donc ça c'est l'auto-induction, comme d'habitude. Vous savez dessiner mieux que moi. Donc ça c'est l'auto-induction. L1. L2. Donc ça c'est l'auto-induction. Quand vous dessinez des bobines, vous précisez forcément qu'il y a de l'auto-induction. Et par contre, l'induction mutuelle, on la représente dans le circuit avec cette double flèche par-dessus et un M. Donc évidemment, quand vous allez faire des lois d'émail en présence de mutuelle induction, il ne faudra pas oublier dans vos lois d'émail de rajouter les M DI sur dt avec le I de l'autre circuit. Ça, ce sera très important. Donc on peut faire un premier exemple avec une loi d'émail. Donc exemple, je rajoute dans le premier circuit un résisteur R, un générateur, un vrai générateur, grand E, qui est un générateur de Faraday. Donc loi d'émail, dans circuit 1, la somme des conventions générateurs est égale à la somme des conventions récepteurs, le générateur va être égal à R1. J'oublie pas l'auto-induction, plus LDI1 sur dt, et j'oublie pas la mutuelle induction, plus MD2 sur dt. Et si dans mon deuxième circuit, j'ai juste un résisteur, R, j'aurai, ça c'est circuit 1, et dans le circuit 2, j'aurai 0 égale RI2 plus LDI2 sur dt,
plus MDI 1 sur dt. Voilà à quoi ressemblerait des lois d'émail dans un circuit. Dans deux circuits couplés. Sans condensateur, ici uniquement avec des bobines. Qui dit bobine dit auto-induction. Et si les circuits sont suffisamment proches, les bobines s'influencent elles-mêmes et ça fait de la mutuelle induction. Est-ce que ça va pour les deux petites lois d'émail? Donc là, je les ai écrites avec la convention récepteur pour l'induction mutuelle et l'induction propre. Évidemment, si vous voulez respecter Faraday, j'aurais écrit E plus E1 égale à RI1 et 0 plus E2 égale à RI2. Ça, c'est la même chose. Avec E1 et E2 qui seraient donnés en convention. C'est L1 et L2, oui, merci. Voilà pour ce matin. Donc maintenant qu'on a ça, évidemment, une fois que j'aboutis un système de deux équations à deux inconnus, je sais bien faire en Python maintenant, puisqu'on en a encore fait mardi, et puis je sais aussi faire à la main. On verra les petites astuces pour résoudre ça à la main, en posant une grandeur qui est la somme des deux, une grandeur qui est la différence des deux, et puis après, on trouve assez facilement ça. On avait fait ça dans le premier VDS de l'année, des équations couplées. Donc c'est pas si difficile. Quelle est la question? Donc là, on a fait la très grande première partie du premier chapitre sur les inductions, sur le chapitre de Neumann. On a fait l'induction propre, l'induction mutuelle. On verra un petit exemple de résolution demain matin, et après une grande application qui est le transformateur de tension, et ça va terminer ce premier chapitre. Je vous ai dit, c'est que des chapitres assez courts là-dessus. Alors pour demain, est-ce que vous préférez qu'on fasse exactement comme ce matin, ou je vous envoie le cours avant? Vous avez le luxe de choisir. Comme ça, c'est bien. Alors désolé, Dany, je crois que vous êtes le seul à vouloir le cours avant. J'irai pas jusqu'à dire rythme, mais c'est sûr que le cours en direct, ça oblige d'être concentré et connecté uniquement sur la session. Théo est déjà parti, comme ça au moins c'est réglé. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là, 11h50 c'est bien, donc on va reprendre demain matin la fin de ce chapitre, et puis après on attaquera la semaine prochaine, en présentiel, le dernier de l'année. Le cours avant c'est bien, je me doute, mais bon, d'ici demain, ça fait un peu short. J'ai pas fait le sondage, mais vu que ceux qui ont répondu les premiers, on va faire comme ce matin. Désolé pour ceux qui auraient voulu le cours avant, en tous les cas vous aurez le cours après, c'est bien aussi. Donc je m'arrête là. Bonne journée à vous, à demain matin, 10h, pour la suite de ce cours. Alors, une question à propos du TIPE, faut-il dans un groupe de deux que chacun présente sa partie ou faut-il présenter l'ensemble du TIPE? Alors quand on fait un TIPE en groupe, lorsqu'on fait une présentation